Voilà, donc première diapo, c'est y a-t-il des limites aux facettes? Je pense que vous avez maintenant tous cette diapositive sous les yeux. Et effectivement, quand on a ce genre de cas clinique, il est bien évident que si on choisit une solution prothétique, on va droit dans le mur. C'est évident. Donc, dans un cas comme ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est de l'orthodontie, en sachant qu'à l'heure actuelle, notre laboratoire diffuse une technologie d'éligneur qui s'appelle le TrioClear, qui a fait ses preuves, qui fonctionne très très bien. N'hésitez pas à contacter le laboratoire, à contacter, on a une orthodontiste sur place au laboratoire, on a des assistantes d'ortho qui pourront vous guider, qui pourront vous aider. Donc, tout ce qui va être orthodontie, tout ce qui va être pré-prothétique, TrioClear, n'hésitez pas, c'est l'équivalent d'Invisalign, c'est dans la ligne droite d'Invisalign et de tous les aligneurs actuellement. Donc, les indications à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas de, à part ce que je vous ai montré, il n'y a pas de limitation d'indications proprement dites. On a des indications esthétiques, traitement décoloration, c'est en général l'indication principale. Le remplacement des composites, vous savez que le composite est un très mauvais matériau qui vieillit mal, qui se colore. On a beau les refaire, les repolir, et ils gardent pas le poli. Les dysplasies, les dysmorphies, les usures, avec notamment les notions de bruxisme, les malpositions, les augmentations de longueur coronaire, ça va un petit peu avec les usures. La fermeture des diastèmes, c'est une très forte demande, surtout pour effectivement les patients qui ne veulent pas passer par de l'orthodontie. Et puis on a des indications qui sont fonctionnelles, comme le rétablissement du guidage antérieur, en sachant qu'on peut aussi faire des facettes palatines, comme Francesca Vialetti nous l'avait montré, le rétablissement de la fonction canine, très important, et la correction d'articulés inversés. Voilà. Donc, grâce à Charles Toledano qui m'a confié ces photographies il y a quelques années, les dyschromies, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est l'indication principale des facettes. Sachez qu'on peut faire des facettes sur des dents dépulpées. Beaucoup de praticiens me posent la question en disant, elle est dépulpée, je vais faire une couronne. Ah, non, si la dent est solide, pour être dépulpée et pour avoir un composite, elle est solide pour supporter une facette. Simplement, c'est qu'on aura un petit peu plus de mal à cacher la dyschromie, c'est tout. Mais c'est possible. C'est pas une indication. L'indication principale, c'est pas une décor et la couronne. Les dysplasies, bon, bah, ça c'est encore une fois des petits problèmes d'orthodontie. L'orthodontiste qui a géré le rapprochement des deux canines pour les agénésies latérales. On se retrouve après avec des adultes dans cette situation-là. Il faudra transformer les canines en incisives latérales. Les dénudations radiculaires, beaucoup de patients se plaignent un petit peu après une intervention parodontale, possibilité effectivement de masquer toutes ces colorations et toutes ces dénudations. Le diastème, très important, beaucoup de demandes au niveau du diastème. Vous avez un cas clinique qui a été réalisé sur un de mes patients. Vous voyez tout de suite ce que l'on peut obtenir très rapidement sans orthodontie. Les fractures dentaires. Les anciens composites, comme je vous l'ai dit, c'est un matériau qui est d'assez mauvaise qualité. Le composite, ça nous rend de grands services, mais c'est pas durable dans le temps. Les myélises, ça se rapporte un petit peu aux dénudations radiculaires. Et les abrasions, attention, les abrasions sont souvent liées à du bruxisme. Et si on ne règle pas les problèmes de secteur postérieur ou si on ne règle pas psychologiquement et si on ne règle pas la DVO, on va à l'échec uniquement avec des facettes. Attention au bruxisme, c'est une indication de facette, ça fonctionne très bien à condition de remettre le patient dans une situation normale sur le plan occlusal. Alors, les facettes, encore une fois, vous allez dire que j'en veux un petit peu aux orthodontistes, c'est parce que dans ma carrière, j'ai eu effectivement à retirer beaucoup de colle qu'ils me laissaient sur les dents et des fils, etc. etc. Donc, la facette et la prothèse ne doivent pas remplacer l'orthodontie. Elle est nécessaire, elle est utile. Et dans un cas comme celui-ci, bien sûr qu'on peut effectivement faire des facettes, ça va plus vite, c'est plus rapide, mais il faut bien prévenir le patient qui va se retrouver avec des bords incisifs qui vont faire 3-4 mm, quoi. Donc, ce sera un peu gênant peut-être pour la phonation, pour la déglutition, pour un certain nombre de choses. C'est jouable, c'est faisable, mais c'est pas forcément l'indication. Et puis, les facettes ne sont pas là non plus pour corriger les erreurs d'orthodontie. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les canines sont situées dans cette position, après, c'est à nous à galérer pour pouvoir remettre un petit peu un sourire de manière un petit peu plus harmonieuse. Et puis,
Surtout avec la judiciarisation de nos professions à l'heure actuelle, attention à ne pas non plus se lancer dans des technologies qui sont déjà mutilantes, alors qu'il y a possibilité de ne pas faire de surtraitement. Hein, quand on se retrouve avec ce type de lésion qui est une petite fluorose, il existe des petites résines de type Carglass Incone qui permettent de pouvoir dépanner le patient et peut-être éviter d'avoir effectivement à traiter ce patient sans surtraitement. Et puis, les composites, même s'ils sont de mauvais matériaux, peuvent nous permettre de pouvoir résoudre ces petits problèmes de fracture, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, on a un système qui s'appelle le FIT, qui est basé sur une étude pré-prothétique de reconstruction numérique du sourire, de construction de gouttières transparentes et d'injection du composite au travers de cette gouttière. Donc là encore, une fois, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre laboratoire pour avoir tous les détails sur cette technologie qui peut rendre des services. Ça reste du composite, ça reste un matériau qui n'est pas durable dans le temps, mais ça pourra effectivement rendre les services que l'on peut attendre pour du provisoire à long terme, par exemple. Et ça évite effectivement d'avoir à mutiler ou à délabrer certaines dents. Quand on se retrouve et qu'on a perdu tous nos repères, comme les cas que je vous montre ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant longtemps, on prenait une empreinte alginate, on demandait au prothésiste de nous faire un wax-up, comme ça, sans aucun repère, et puis on partait sur ce wax-up sans savoir exactement où on allait, et le résultat faisait que on se retrouvait en conflit avec le patient parce que ce n'était pas tout à fait ce qu'il attendait. Donc, quand on a perdu ces repères esthétiques, eh bien, il faut tout simplement se plonger dans la littérature. C'est-à-dire qu'il va falloir, il y a des règles de l'esthétique qui existent et qui ont été décrites, et vous avez des ouvrages, je vous les laisse un petit peu sur la diapo, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'auteurs connus qui nous ont donné les règles à suivre pour pouvoir réussir nos cas d'esthétique. Donc, comme dans le bouquin de Rusnak, on se retrouve avec un visage de cette nature et avec les étages de la face, ainsi que les milieux et autre chose, on se demande si effectivement c'est applicable à nos cas cliniques. Eh ben, regardez ma patiente, on la met dans la même position au niveau de la photographie, et puis tout simplement, si vous regardez bien, quand on tire les lignes verticales pour les milieux, pour la ligne pupillaire, etc., quand on tire les lignes horizontales, on se retrouve avec une photographie d'un patient exactement dans le même cas clinique que dans les bouquins. Donc, les règles de l'esthétique sont parfaitement applicables. Et il faut les connaître et il faut s'y replonger. Il y a des choses qui sont communes à tout le monde, que ce soit un enfant ou un adulte ou une personne âgée. Vous regarderez vos patients. Systématiquement, entre les deux pupilles et le point interincisif, c'est toujours un triangle isocèle. Et puis, vous avez des patients qui vont venir se plaindre de leur sourire, qui vont accuser leurs incisives centrales, leurs incisives latérales, surtout quand en plus il y a des lésions de cette nature, et qui veulent en fait un sourire plus lumineux. Et vous allez partir effectivement sur la restauration des cils antérieurs, mais en fait, dans un cas comme celui-ci, le problème se situe ailleurs. Il se situe sur les secteurs latéraux. C'est-à-dire que là, dans un cas comme ceci, vous avez des prémolaires ou des molaires qui sont orientés du côté palatin. Le patient, quand il sourit, il a cette zone de Fischer qui est une zone sombre, qui est une zone noire et qui donne aucune luminosité à votre patient. Et si vous vous contentez de résoudre son problème par des facettes sur les cils antérieurs, il ne sera jamais satisfait puisqu'il va toujours avoir ce manque de luminosité au niveau des zones de Fischer, ici. Et si vous ne restaurez pas prémolaire, première, seconde, voire les molaires, comme ceci, il aura toujours des doléances, il viendra toujours se plaindre, alors que vos facettes peuvent être absolument parfaites sur les cils antérieurs. Si vous n'avez pas résolu la luminosité du sourire, vous aurez toujours un patient insatisfait. Donc pensez-y, faites l'analyse, regardez vos patients, c'est extrêmement important avant de se lancer dans la construction de facettes. Voilà, avant, après, et vous voyez qu'immédiatement,
si on avait fait que les 6 antérieurs, votre patient aurait toujours gardé ces zones de Fischer un petit peu sombres. Bien sûr, la ligne du sourire est à analyser. Vous savez qu'il y a des règles, hein. La ligne du sourire doit suivre la lèvre inférieure. La longueur des dents, en fonction de la forme de bouche, en fonction de l'âge du patient, eh bien, vous allez plus ou moins dégager les dents. Ce sont des choses à connaître et à envisager. Et puis, vous avez des règles. Vous avez des règles mathématiques, on va dire, qui sont peut-être basées sur le nombre d'or, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes. Quand on prend la longueur entre le point interincisif et la commissure labiale, c'est une longueur qui est X de votre patient. Eh bien, la largeur de votre incisive centrale, elle fait la plupart du temps 31% de cette distance. 31%, regardez le nombre d'or que vous avez en haut à droite, c'est quelque chose qui doit vous rappeler quelque chose. Et puis, quand on prend la distance entre le point interincisif et la face distale de la canine, eh bien, on se retrouve avec une distance de 61,8%. Encore une fois, c'est un chiffre qui est un petit peu surprenant. Et quand vous prenez la largeur d'une incisive latérale, eh bien, elle fait aussi 61,8% de la largeur de l'incisive. Tout ça, c'est pour vous dire que, et les Égyptiens avant nous, visiblement, pour la construction de leur pyramide, avaient utilisé ces règles mathématiques, font que pour avoir une harmonie dans un sourire, eh bien, il faut connaître un petit peu toutes ces notions, toutes ces règles et les appliquer dans vos projets. Bien sûr, la morphologie dentaire est à respecter, hein. Vous avez des formes de dents incisives qui sont bien particulières, avec 3 pans, un pan cervical, un pan médian et un pan incisal qu'il faudra respecter dans le projet ou dans la construction. Donc, quand vous avez effectivement un clinique à gérer, la première des choses à faire, c'est de prendre une empreinte de ce cas clinique de telle manière que l'on puisse préparer l'étude qui s'appelle une étude de type DSD ou chez nous, au niveau du laboratoire, Smart Smile Solution, solution 3S. Donc là, vous avez un cas clinique dont on a l'empreinte en STL qui va être un cas clinique qui va servir un petit peu de fil rouge pour toute ma présentation. Hein, on va le voir depuis le démarrage jusqu'à la pose des facettes. Donc ça, c'est l'empreinte que l'on envoie au laboratoire. Et c'est accompagné d'un minimum de 3 photographies. C'est-à-dire que vous avez une photographie du visage au complet, avec la ligne bipupillaire, c'est très important d'avoir la forme du visage général, et puis une petite cale au niveau des molaires, de manière à ce que les dents ne se recouvrent pas et qu'on ait effectivement la forme générale de la bouche, du maxillaire supérieur et de la mandibule. Une deuxième photo un petit peu plus centrée qui nous donne effectivement les dents en situation clinique d'OIM, et puis une photo un petit peu particulière qui va marquer tout simplement la ligne du sourire et la position des incisives par rapport à la lèvre inférieure. Et à partir de ces 3 photos et de l'empreinte optique qu'on a adressée au laboratoire, on va pouvoir… on a des bruits parasites. Loïc, si tu es devant l'écran, essaie de nous couper les bruits parasites. Moi, ça me perturbe. Merci. Donc, on va pouvoir envoyer au laboratoire et demander ce qu'on appelle un 3S, hein, Smart Smile Solution. Et le laboratoire, ben, tout simplement, va appliquer les règles de l'esthétique que je viens de vous montrer. Hein, il va vous déterminer tout simplement les 3 étages de la face, il va vous déterminer le milieu du visage, il va vous déterminer les ailes du nez qui doivent correspondre effectivement à la pointe de canine. Enfin, il va tout simplement, le logiciel applique tout simplement les lois de l'esthétique. Il va vous déterminer la forme du visage, et ainsi de suite. Il va déterminer quelle forme va avoir votre futur sourire par rapport à la lèvre, puisqu'il en a les photos. Il va vous déterminer aussi la hauteur des collets, les remises. Regardez dans un cas comme celui-ci, où on avait déjà une incisive latérale qui était sur une des corps et dont le collet ne correspondait pas du tout à ce que l'on voudra obtenir par la suite. Vous imaginez bien que dans un cas comme ça, il y a une dépose à faire, une provisoire, et une petite chirurgie parodontale pour faire un allongement coronaire, ce qui va être réalisé sur ce cas-là. Et ainsi de suite. Et là, on va donc se retrouver en fait avec l'empreinte de départ, c'est-à-dire la forme initiale des dents, et le projet prothétique que le laboratoire, en appliquant les règles de l'esthétique, va vous proposer. Donc, vous allez avoir toutes les étapes. Bien entendu, les axes des dents vont être calculés, la longueur des dents va être calculée, la largeur des dents va être calculée, les milieux vont être
déterminer aussi. J'ai encore des bruits parasites, Loïc, si tu peux me les supprimer. Merci. Les milieux, le milieu du visage par rapport au milieu interincisif vont être, on va essayer en tous les cas de pouvoir les repositionner. Voilà, vous avez toutes ces études qui vous sont tout simplement adressées sous forme de PDF. Là, je détermine le PDF étape par étape qui va vous donner tout simplement le dessin du projet qui respecte toutes les règles de l'esthétique. Et vous avez effectivement en cours eh bien, les overjets et les overbites naturels et ceux qui seront réalisés avec le projet prothétique. Le projet prothétique apparaît en blanc par rapport au jaune des dents naturelles. Et vous avez ici le projet que le laboratoire va vous proposer pour reconstruire, en respectant toutes les règles de l'esthétique, votre cas clinique. Ça, c'est vue latérale de l'autre côté, et possibilité aussi d'intégrer le projet prothétique dans les photographies de manière à donner au patient une image de ce qu'il aura plus tard, une fois le projet accepté. Voilà ce que ça peut donner. Et tous ces éléments-là sont adressés après envoi de votre empreinte optique et de vos photographies pour que vous puissiez valider ou ne pas valider votre projet. Voilà, donc là, bien sûr, le projet avait été fait aussi à la mandibule, mais le patient avait choisi de ne faire que le maxillaire, mais il y a possibilité effectivement de faire. Et vous retrouvez aussi toutes ces notions d'occlusion qui sont respectées et équilibrées. Voilà, je passe assez vite. Voilà. Et puis, en parallèle, vous allez avoir tout simplement un lien qui va vous envoyer sur un fichier Exocad et qui va vous permettre de pouvoir visualiser en 3 dimensions le projet prothétique que vous pourrez effectivement montrer à votre patient et que vous pourrez appréhender de manière un petit peu plus facile. Tout simplement en jouant aussi sur les curseurs ici, vous allez avoir ici la situation initiale et là le projet tel qu'il est présenté. Alors, on ne voit pas ton écran, Gérard, là. On est resté sur la diapo du lien. Aïe, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je pensais que ça pourrait passer, mais ça fait Il faut que tu partie sortes des... du mode de présentation là, de PowerPoint, je pense. D'accord. Bougez pas. Ouais, tu dois sortir du mode et appuyer sur le lien. Peut-être que si on prend sur le Google Chrome, là vous Là, l'avez. c'est bon. On y est là, Voilà. ouais. C'est bien. Voilà. Il faut tout faire, il faut tout savoir faire, hein. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que vous avez donc une image en 3 dimensions sur un logiciel qui s'appelle Exocad, qui vous permet d'avoir une vision comme vous ne pouvez pas l'avoir habituellement en bouche, c'est-à-dire depuis la luette ici. Et vous avez donc la possibilité, effectivement, en jouant tout simplement sur les curseurs, ici vous avez le projet prothétique qui est proposé par le laboratoire, et ici vous avez la situation actuelle, ce qui vous permettra de savoir exactement quasiment quelle quantité de matériaux ou quelle longueur vous allez pouvoir ajouter. Et tous ces éléments-là, bien sûr, vous allez pouvoir les intégrer, mais vous allez pouvoir les montrer à votre patient qui aura peut-être un petit peu plus de mal à les intégrer. Tout ça dans l'esprit d'une validation en fait de votre projet. Alors, attendez, je reprends mon PowerPoint. Évidemment, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces projets aussi permettent de prévisualiser les quantités de préparation qui seront nécessaires. Dans ce cas-là où il y avait une asymétrie des deux centrales, il y a une des deux centrales qui doit être plus préparée que l'autre. Donc, c'est très intéressant d'avoir effectivement la superposition de la situation initiale et du projet. Ça donne une idée effectivement de ce qui doit être fait au niveau préparation. Voilà, on est reparti. C'est bon, Gérard. Voilà. Et puis, il y a aussi la possibilité, là, vous l'avez vu qu'on avait fait donc ce projet, ce DSD ou ce 3S, on l'avait fait donc avec avec une image, c'est-à-dire en 2D, mais on a aussi la possibilité d'intégrer une image en 3D et de faire en 3 dimensions donc, et de faire donc ce projet ce projet esthétique dans les 3 dimensions.
Pour ce faire, on a maintenant chez Labocast la possibilité de vous proposer un appareil qui s'appelle le RayFace, qui est en fait un scanner de visage qui permet donc de scanner l'intégralité de votre visage, de l'intégrer dans votre logiciel d'empreinte et de pouvoir intégrer votre bouche à l'intérieur de ce visage. Et l'avantage du RayFace, c'est qu'en fait, il intègre un logiciel de DSD directement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être complètement autonome avec cet appareil et créer vous-même en quelques clics, puisque le logiciel est remarquablement bien fait. Il applique lui aussi, bien sûr, toutes les règles de l'esthétique et vous allez pouvoir être parfaitement autonome dans la réalisation de vos projets prothétiques. Donc là, à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs Gérard Duminil qui a la charge de l'étude un petit peu du RayFace. Il va vous faire quelques vidéos dans les prochaines semaines pour vous montrer un petit peu toutes les facilités que peuvent apporter ce logiciel. Je rajoute que lors de l'ADF, il y aura des démonstrations sur le stand, évidemment avec le RayFace. Voilà. Donc, une fois que vous avez validé le projet que le laboratoire vous a envoyé, c'est-à-dire que vous avez accepté en fonction des règles de l'esthétique que le laboratoire vous a proposé ce projet, vous demandez tout simplement à ce qu'on vous imprime le wax-up numérique, le DigiWax, maxillaire supérieur, mandibule, et le laboratoire va vous construire une petite gouttière en silicone échancrée. Voilà, vous avez donc le projet qui est ici, la gouttière en silicone échancrée qui est ici, et ça va vous permettre, et ça c'est pour moi la phase la plus importante pour avoir l'acceptation du patient, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer le mock-up, c'est-à-dire que sans mettre un seul coup de fraise dans la bouche de votre patient, vous allez pouvoir lui montrer quelle allure aura son sourire une fois que vous aurez terminé le traitement en acceptant le projet que vous lui avez présenté. Pour ce faire, vous allez utiliser dans cette gouttière, donc qui correspondra au projet final, vous l'avez compris, de la résine bisacrylique, tout simplement, de chapeauter sans adhésif, sans rien du tout, directement dans la bouche, cette gouttière directement dans la bouche. Et voilà, pour le cas clinique en question, voilà le cas au départ, avec la dent ici dont on n'a pas encore fait l'allongement coronaire. Et voici le résultat final qu'on pourrait obtenir. Et ça, cette phase-là, pour moi, elle est absolument capitale parce que moi, je laisse partir mon patient avec le mock-up dans la bouche, en le prévenant bien que de toute façon, au bout de 24 ou 48 heures, ça va s'écailler, ça va partir, ça va exploser, ça n'a aucune importance, il pourra même le retirer lui-même avec les ongles puisqu'il n'y a aucun adhésif. Mais il est très important que votre patient se voie dans un miroir et en dehors de la présence du dentiste. Il faut qu'il se voie tout seul, il faut qu'il se voie dans son entourage et il faut qu'il vous rapporte tout simplement la validation du projet. C'est-à-dire qu'il va vous dire oui, c'était ceci auquel je m'attendais, ou alors non, je trouve que les dents sont trop longues, je trouve que les dents sont trop courtes. À ce moment-là, on va pouvoir modifier le projet et lui montrer peut-être que c'était celui que vous aviez présenté qui était correct. Il va vous dire les dents sont trop bombées ou le bombé cervical est trop important, ma lèvre se coince, etc., etc. Alors, il y a toujours une doléance concernant la teinte, bien entendu, parce qu'ils s'attendent toujours à avoir des dents blancs lavabo, et vous allez mettre la résine bisacrylique que vous avez dans la poche. Donc, vous le prévenez bien que pour la teinte, il y aura quelque chose de forcément mieux, de beaucoup plus adapté. Mais ce qui est important, c'est qu'il valide votre projet. Et ça va vous éviter tout simplement tous les conflits qui vont arriver une fois que les prothèses seront posées, seront assemblées et quasiment indémontables. Donc, très, très important de pouvoir, pour vous, en tant que praticien, visualiser si le projet que le laboratoire vous a envoyé correspondait bien à ce que vous aviez imaginé. Et surtout, pour votre patient, très important de valider votre projet, de l'accepter, et vous allez voir que par la suite, il n'y aura plus aucun problème dans la discussion. Une fois qu'on a défini quel projet et quelle solution prothétique on allait apporter, il faut choisir les matériaux. Je vous ai parlé des composites, on peut faire des facettes en composite. Pour moi, ce n'est pas une indication. On peut faire des facettes en fit, ce n'est pas une indication, c'est quelque chose qui peut être du temporaire à long terme, on va dire.
Mais le composite reste toujours un mauvais matériau, un matériau qui ne dure pas, qui devient poreux, qui devient coloré et dont on n'arrive pas à garder le poli. Donc, on va utiliser une céramique. Et quelle céramique utiliser? Eh bien, je vais vous faire une tout petit rappel de toutes les céramiques qui existent sur le marché et je vais vous expliquer pourquoi on va choisir certaines céramiques et pas d'autres. Donc, la céramique, tout petit peu, voilà, la céramique que l'on connaît tous, c'est la vitrocéramique feldspathie conventionnelle stratifiée. C'est celle que vous utilisez depuis le début de votre exercice, c'est la céramique de stratification sur vos CCM. C'est tout simplement, c'est la poudre avec de l'eau qui est montée au pinceau, donc elle est stratifiée, qui est cuite et qui vous est livrée sur une CCM. C'est cette céramique-là qui est certainement une des plus vieilles et une des meilleures céramiques, une des plus jolies céramiques. Son inconvénient, c'est tout simplement qu'elle ne fait que 85 mégapascales. Elle est très tendre, elle est très fragile. Donc j'imaginais que pour des facettes, ça va être un petit peu difficile. Donc on a avancé un petit peu dans les céramiques vitreuses. Vitreuses, hein, c'est du verre, toujours. Et on a enrichi ces céramiques, tout simplement avec de la fluoroapatite, c'était l'IPS Design, et on les a enrichis avec de la leucite. Et on est toujours dans de la stratification, c'est-à-dire de la poudre et de l'eau, et un pinceau. Et ça, c'était la céramique Optec. Et là, on est passé de 85 mégapascales à 120 mégapascales. C'est déjà quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et puis, on est passé ensuite à la technique pressée et surtout à la technique usinée. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer dans le monde de la 3D. Et on est toujours donc dans la céramique enrichie à la leucite. Et ça, c'est l'Empress CAD. Ce sont des petits blocs de céramique qui vont nous permettre de pouvoir usiner ou presser les facettes. Et puis surtout, on est passé à la céramique enrichie, feldspathique enrichie au disilicat de lithium, qui est l'IMAX Press ou l'IMAX CAD. Et là, on est arrivé, donc, on est passé à 150 mégapascales avec celle-ci, et on est passé surtout à 350 mégapascales, en sachant qu'une dent naturelle, elle fait environ 400-420 mégapascales. C'est-à-dire qu'on a trouvé une céramique qui avait la dureté à peu près équivalente de la dureté dentaire, de la dureté de l'organe dentaire. Mais surtout, l'avantage de ces céramiques vitreuses, ici, verre, c'est que ce verre est attaquable par l'acide fluorhydrique. Et ça veut dire donc que ce sont des céramiques qui sont collables, qu'on va pouvoir assembler par collage. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire une préparation, on va en parler dans 5 minutes, de facettes, il n'y a aucune phase de rétention mécanique sur les facettes. Donc, il faudra bien une rétention chimique. Il faudra bien un collage. Donc, utiliser une céramique que l'on pourra coller. Et le verre est collable à partir du moment où il est attaqué par l'acide fluorhydrique. On va en parler tout à l'heure au moment de l'assemblage. L'autre famille, eh bien, ce sont les céramiques alumineuses. Et là, on va déjà passer aux céramiques polycristallines. Donc, des céramiques lumineuses qui sont un petit peu abandonnées, hein. C'était la barbotine, c'était spinel, alumina, zirconia. Et l'avantage de ces céramiques, qui sont plutôt réservées donc à des couronnes, était de passer de 350, 500, 610 mégapascales. On commençait à avoir une céramique un petit peu plus solide, un petit peu plus dure. Je pousse un petit peu ça, voilà. Ensuite, je reviens dessus, voilà. Ensuite, on est passé à des céramiques usinées. Là, c'était en barbotine. On les trempait, tout simplement, on trempait le die hein, dans le liquide de céramique alumineuse. Et on est passé ensuite à la céramique usinable, et c'était la fameuse Procera, hein, des années 90-2000 à peu près, où on était passé à 700 mégapascales. Mais attention, les céramiques polycristallines ne sont pas attaquables à l'acide fluorhydrique, et ce sont des céramiques qui ne sont pas collables. Ce sont des céramiques que l'on scelle. Et pour ça, il faut avoir une rétention primaire. Très important. Céramique collable, céramique vitreuse, céramique polycristalline, non collable. Et puis, les dernières générations qui sont les zircones, tout simplement, céramique polycristalline, donc toujours utilisées en CFAO, avec des duretés qui sont de plus en plus importantes. Là, on arrive quasiment à la dureté du métal, hein, 1000 ou 1200 mégapascales. Donc, vous avez bien compris que ce que l'on va utiliser, c'est essentiellement la partie gauche du tableau, c'est-à-dire c'est soit la céramique conventionnelle, soit les céramiques feldspathiques enrichies, et soit en leucite, soit en disilicate de lithium, parce qu'elles sont assemblables par collage. Ça, c'est très important. Là, vous avez toutes les céramiques à l'écran qui sont sur le marché, il n'y en a pas d'autres, hein, et vous en avez qui sont scellables, qui sont
en général des couronnes, et ici, ce sont les inlays ou les facettes. Dernière petite chose, c'est la transparence. C'est que l'avantage de ces céramiques vitreuses, et notamment des feldspathiques conventionnelles, c'est qu'elles sont parfaitement translucides. Celles-ci sont semi-opaques et celles-ci sont parfaitement opaques. Donc, quand on a un sourire de cette nature à restaurer, avec une dyschromie extrêmement importante, vous imaginez bien que quand on va utiliser des céramiques qui sont translucides ou semi-translucides, eh bien, on va avoir un petit peu de mal à masquer, alors que la céramique opaque va nous permettre de masquer. Donc, juste un petit rappel. Ici, c'est un petit tableau qui nous vient de mon association, l'Académie de dentisterie adhésive, que j'ai dirigée pendant une bonne vingtaine d'années, et qui rappelle tout simplement ce petit tableau animé. On peut vous le diffuser si vous le demandez sans aucun problème, on peut vous l'éditer. Et en plus, vous avez donc toutes les indications de toutes ces différentes céramiques avec les marques correspondantes. Et juste un petit rappel pour que vous compreniez bien les différences. Ça, c'est une image de transparence. Ça, c'est une image de translucidité. Ça, c'est une image semi-opaque. Et ça, c'est une image opaque. Hein, c'est pour bien vous marquer la différence des matériaux que vous aurez à demander en fonction du cas clinique que vous allez avoir. Donc, est-ce qu'on peut faire des facettes en céramique feldspathik? Eh bien, on peut toujours, il y a encore beaucoup de praticiens parce que c'est quand même la céramique la plus jolie. Donc, ça, c'est un cas qui date de 1987. Vous voyez que les facettes, ce n'est pas quelque chose de récent. On avait travaillé ça avec Claude Launois dans les années 85-90. Et donc, à l'époque, hein, c'est un cas clinique qui date de cette époque de Claude Launois, des préparations qui dataient un tout petit peu. Et à l'époque, on travaillait donc sur des modèles, on n'avait pas encore d'empreinte optique, où elle n'était pas aussi développée que maintenant, et on travaillait tout simplement sur feuille de platine. Donc sur le modèle en plâtre, on applique la feuille de platine. Sur la feuille de platine, on va pouvoir monter la céramique comme si c'était une CCM, si vous préférez. On va retirer ensuite la feuille de platine et on va pouvoir tout simplement, voilà, les céramiques sont montées sur feuille de platine. Voilà. On retire la feuille de platine et on assemblait avec les techniques de collage que nous avaient confiées les orthodontistes à l'époque. Et il y a encore beaucoup de praticiens qui travaillent actuellement avec ce type de céramique feldspathik. Maintenant, on travaille soit sur des plâtres réfractaires, soit directement en CAO. Ça, c'était un petit peu pour l'histoire. Mais la plupart du temps, on va travailler maintenant avec de la céramique feldspathik renforcée, soit à la leucite, soit au dissiliciate de lithium. Alors, pour mémoire, on peut travailler en pressé. Et la pressé, c'est tout simplement, on va pouvoir construire exactement par un procédé de cire perdu, exactement comme pour une couronne coulée. C'est exactement la même chose. On met ça dans un cylindre. On va, au lieu de lancer la fronde pour injecter le métal, on va tout simplement passer ça dans un four à presse et on va chauffer le lingotin de céramique et on va la presser tout simplement pour sortir toutes nos facettes sous cette forme-là. Et puis, technique usinée, avec des petits plots de céramique. Donc, c'est soit renforcé à la leucite, soit renforcé au dissiliciate de lithium. Voilà, vous avez ici l'Impress CAD à 180 mégapascales. Et on va choisir directement le petit lingotin qui va nous permettre de l'usiner. Et ici, ça va nécessiter tout simplement, c'est une céramique qui est un petit peu plus tendre à l'usinage. Et il va nécessiter une cristallisation dans un four pour passer du violet à la couleur choisie et on va tomber sur une céramique qui va faire à peu près 380 mégapascales. D'une manière générale, ce sont soit l'une, soit l'autre que l'on va utiliser à l'heure actuelle pour faire nos facettes ou nos inlays. Toutes nos reconstructions partielles assemblées par collage. Alors, il existe quand même, il n'y a pas qu'Ivoclar sur le marché, il existe la Vita Supunity, c'est l'équivalent de la céramique vitreuse de chez Ivoclar. Et puis, vous avez une céramique qui est un petit peu particulière qui s'appelle la Vita Enamic. Alors ça, c'est une céramique vitreuse, c'est une vraie céramique vitreuse, donc elle est collable, elle est attaquable à l'acide chlorhydrique. Simplement, c'est qu'elle est injectée de résine, ce qui lui donne une certaine souplesse, et possibilité, le cas échéant, d'être réparé s'il y avait un élément de fracture par du composite. Ça peut rendre des services.
Pour des facettes, c'est pas trop l'indication, mais pour des couronnes, par exemple, sur un plan, ça peut effectivement servir un peu d'amortisseur pour la couronne. C'est une opportunité qu'il faut connaître et que nous avons, nous, au catalogue de toute façon. Il suffit simplement de nous la demander. Donc ça, c'est pour les matériaux. Vous avez bien compris qu'on va utiliser essentiellement des céramiques vitreuses et renforcées. On oublie complètement, ça, j'insiste là-dessus parce que je vois qu'au laboratoire, il arrive de temps en temps qu'on demande, et notamment pour des petits bridges en extension avec une facette palatine, avec une ailette palatine, je vois qu'on nous demande des bridges en zircone. La zircone ne se colle pas. La zircone se scelle. Donc, il existe effectivement certaines colles, on en reparlera un petit peu plus tard, qui ont un véritable pouvoir adhésif, mais le principe d'une facette, d'une préparation non rétentive, c'est de pouvoir l'assembler par collage. Les préparations, eh bien, notre petite gouttière de tout à l'heure et notre mock-up va nous servir de guide. Au moment où vous allez passer aux préparations, vous remettez un petit coup de résine bisacrylique dans la bouche, vous mettez un coup de fraise de 0,5, une petite fraise boule de 1 mm, donc vous allez creuser sur 0,5 mm, vous mettez un petit coup de crayon, vous retirez le mock-up, vous retirez la résine bisacrylique et vous voyez, là où il vous reste du crayon, ça veut dire qu'il va falloir tailler dans la dent, et là où il n'y a pas de crayon, ça veut dire qu'en fait, vous avez déjà votre épaisseur. Il n'y a pas besoin de retoucher à l'émail. C'est très pratique, ça sert de guide. Et puis bien sûr, au niveau incisal, vous mettez des petits coups de fraise ici pour avoir la bonne longueur. Et vous voyez tout de suite s'il faut raccourcir ou s'il ne faut pas raccourcir les dents. Donc ça sert de guide, tout simplement. Alors, les frères Magne avaient déterminé qu'il y avait 3 types de facettes. Le type 1 qui était celui-ci, c'est-à-dire la facette uniquement la facette esthétique, vestibulaire. Le type 2 qui est en fait le retour palatin. Et le type 3 qui est quasiment la couronne périphérique. Personnellement, je préfère utiliser 5 catégories. La catégorie 1 ou la catégorie 0, c'est sans préparation. Aucune préparation. Donc, vous avez dans un cas clinique comme celui-ci, une patiente qui ne veut pas passer du temps à porter les gouttières de TrioClear et qui préfère, et il y a la place nécessaire, emprunte tout simplement sans aucune préparation. Disons qu'on va faire une toute petite préparation ici pour éviter le surcontour à cet endroit-là et puis pour pouvoir caler notre facette. Réalisation de la facette. Juste le petit inconvénient, c'est ce petit défaut esthétique, on en parlera tout à l'heure au niveau des facettes. Et puis, ça permet de remettre tout simplement l'incisive latérale de la même taille que l'autre et dans l'alignement des dents. C'est non préparation, aucune préparation. Et on va coller sur de l'émail, c'est-à-dire que là, c'est encore un collage qui sera largement supérieur au restant. Ensuite, le type 1, c'est l'équivalent du type 1 des frères Magne, c'est-à-dire c'est uniquement la facette vestibulaire. Le type 2, c'est réduction du bord libre, mais à plat, ça s'appelle le butt margin. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de retour palatin, c'est simplement la facette va poser sur la surface ici, plus la préparation. Et regardez bien, mémorisez bien cette forme-là, ici. On va en parler dans 5 minutes, ici. Voilà. Le type 3, c'est un retour palatin. Et là, l'avantage, c'est que vous allez avoir 2 poutres ici et là, qui vont forcément renforcer votre facette, qui vont avoir une certaine assise et qui vont permettre de pouvoir supporter, en tous les cas, les forces axiales. Et puis, hop, je reviens ici, voilà. Et puis, le type 4, c'est la préparation à 360 degrés. Voilà, c'est ce type de préparation, notamment réservé aux incisives mandibulaires ou aux fractures, sous cette forme-là. En sachant que pour des incisives mandibulaires, c'est systématiquement un retour lingual. Cas clinique très rapide pour des malpositions avec une dyschromie. Voilà le type de préparation que j'ai réalisé. Voilà, vous voyez bien qu'on a systématiquement ce retour lingual sur toute incisive et canine. Voilà le type de préparation. Les fraises à utiliser, alors si vous ouvrez les catalogues de fraises, vous en avez en long, en large et en travers. Vous avez tous les types de fraises, tous les types de coffrets, l'Académie du sourire. Chaque enseignant, chaque praticien, chaque poseur de facettes a fait réaliser son coffret pas par comète. Vous retrouvez plein de choses. Vous retrouvez notamment ces petites fraises-là qui vont vous permettre
de faire ce sont des jauges qui vont vous permettre de pouvoir effectivement enfoncer votre fraise. Je n'aime pas du tout utiliser ces fraises-là, parce qu'une fois que vous avez fait vos tranchées sous cette forme-là, pour rattraper les tranchées, en général, vous êtes obligé de creuser beaucoup plus. Elles sont assez mutilantes. Enfin, moi, j'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour ces fraises. Il existe des fraises qui sont assez sympathiques. Là, vous avez la référence. Ce sont des petites fraises qui sont uniquement sur la partie active et uniquement sur la pointe d'une tige lisse, comme ceci, avec des jauges de 0,5, 1,5 mm et 2 mm, ce qui vous permettront effectivement de faire vos jauges de profondeur. Et puis, vous avez aussi, vous savez bien que quand on va mettre le coup de fraise pour préparer notre facette, ben on a toujours ce petit bec qui est ici, qui est un petit peu enquiquinant. Et bien, ce petit bec, on va pouvoir le supprimer avec une fraise dont vous avez la référence ici, qui n'est active que sur la pointe. Donc là, on va la mettre perpendiculaire à notre préparation et on va supprimer tout simplement ce petit bec avec cette fraise-là en protégeant bien entendu la dent d'à côté. Et ça va nous permettre effectivement d'avoir des préparations qui sont assez sympas. Donc voilà, moi, le type de fraise que j'ai utilisé pendant toute ma carrière et sur les X facettes que j'ai pu réaliser. En fonction de l'anatomie de la dent, ben, ça va être des fraises plus ou moins fines ou plus ou moins longues, toujours coniques, à bout arrondi pour pouvoir faire le congé. Voilà, moi, j'avais à peu près ces 4 fraises-là pour faire l'étendue de mes facettes et la fraise boule me permettait de pouvoir faire ma jauge. Donc, c'est une fraise de 1 mm, ce qui fait qu'elle va s'enfoncer de 0,5. Donc, on peut avoir une fraise un petit peu plus grande en fonction de l'épaisseur de ce que vous allez retirer. Et puis ça c'est une fraise d'Arkansas qui est montée sur turbine. Et ça, c'est hyper pratique quand vous avez des inlays à faire ou quand vous avez des facettes de canine et que vous avez sur la prémolaire, par exemple, un vieux composite ou un vieil amalgame, pour refaire tout simplement une surface proximale avec un très bon bombé pour faire un point de contact ou une surface de contact normale. Et hyper pratique cette petite fraise. Voilà. En général, donc avec 4 fraises ou avec 5 fraises, vous avez largement de quoi faire la plupart de vos cas cliniques. Donc, les critères de préparation. 1. Une limite cervicale sous forme de congéron, avec les fraises que je vous ai montrées, d'un seul coup de fraise. Les fraises, prenez des fraises gros grains, toujours. C'est-à-dire qu'en fait, un coup de fraise suffit. Le premier coup de fraise, c'est le coup de fraise définitif. Si vous prenez des fraises à grains fins, vous êtes obligé de passer, de repasser et de faire des vagues. Donc, prenez des fraises à gros grains et toujours en bon état, toujours neuves pratiquement. Ça va aller 4 fois plus vite et ce sera beaucoup plus rapide. Donc, on peut dire aussi Gérard, on peut dire aussi de travailler avec un contre-angle rouge plutôt que la turbine, parce qu'on aura un mouvement beaucoup plus continu avec le micro-tour qu'avec la turbine qui fait souvent des appuis par touche. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut la relancer. Il faut la relancer sans arrêt, la turbine, parce qu'elle perd de la vitesse. Alors bon, vous avez les adeptes de la turbine, vous avez l'adepte du contre-angle. Bon, il est bien évident qu'à partir du moment où j'ai découvert le contre-angle rouge, j'ai abandonné complètement la turbine et je ne travaillais plus qu'au micromoteur. Hein. C'est tellement évident que effectivement, tu as bien fait d'en reparler parce que je l'avais oublié. Donc, les limites cervicales sous forme de congéron. Voilà, et ça, c'est la fraise qui va vous le donner. Ensuite, des épaisseurs régulières de réduction. C'est-à-dire qu'il faut que votre facette, elle ait la même épaisseur en haut comme en bas et au milieu. Si vous avez eu des fractures de facettes, regardez votre fracture de facette, c'est simplement parce que vous avez une partie fine, une partie épaisse, et ça va casser juste à la jonction. C'est obligatoire. Les forces ne sont pas réparties de la même manière. Des poutres de céramique, moi j'ai toujours été adepte du retour palatin, comme je vous l'ai dit, et là ici, ça va vous donner vraiment des poutres. Le mot poutre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça supporte, et ça supporte les forces. Et en plus, ça vous permet, quand vous faites un retour palatin, ça vous permet de pouvoir faire travailler par le laboratoire des bords incisifs, avoir de la transparence, ce que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas de retour palatin ou lingual. Ensuite, une extension proximale esthétique que j'appelle toboggan. C'est une appellation de Claude Launois. Et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit, regardez cette espèce de petite forme un petit peu particulière. On va y revenir. C'est très important pour avoir une vision latérale de votre facette, c'est-à-dire quand le patient est de profil, pour ne pas avoir ce petit triangle que vous allez voir tout à l'heure, qui est extrêmement disgracieux si on ne rentre pas la préparation au niveau de l'espace interdentaire sur les 2 secteurs latéraux. Une limite linguale située à distance du point d'occlusion. Donc, quand vous faites un retour, eh bien, effectivement, mettez un coup de tap-tap avec un papier articulé pour faire en sorte que la limite de votre retour palatin soit à distance du point d'occlusion.
Si vous mettez votre limite palatine sur le point d'occlusion, vous êtes sûr et certain que vous allez avoir soit un décollement, soit une fracture. Et puis, comme pour toutes les céramiques, d'une manière générale, jamais d'angle aigu. La céramique ne supporte pas les angles aigus. Donc pour le congéron, ben voilà, hein, tout simplement, la fraise va vous donner tout simplement la forme de congé, tout simplement. Et sachez qu'on peut travailler maintenant à quasiment 0,2, 0,3 mm. Hein. En usiné, voire en pressé, on peut travailler sur des facettes extrêmement fines, hein, notamment pour les facettes sans préparation. La limite, comme on va travailler sur de la céramique, on va mettre la limite en juxta-gingival, voire très très légèrement en infragingival quand on a des dents ou des racines colorées. Donc pour les dents dépulpées, méfiez-vous quand même sur des parodontes extrêmement fins, sur les colorations de la gencive, sur des gencives fines qui peuvent venir d'une racine qui est colorée. Là, effectivement, on se trouve dans des difficultés pour pouvoir avoir un résultat esthétique, c'est-à-dire que vous aurez des dents qui seront toutes de la même couleur, mais vous aurez des taches assez disgracieuses au niveau du parodonte. Et là, dans ces conditions, il faudra peut-être épaissir le parodonte avec un petit greffon tunnel, par exemple, pour pouvoir épaissir votre parodonte et masquer ces colorations. Encore une fois, une dent dévitalisée, ça n'est pas obligatoirement un inlécor et une couronne. Hein. On peut très bien faire des facettes. Donc, bien sûr, pensez toujours à bien dégager votre sulcus pour éviter de l'abîmer à la préparation. Comme je vous l'ai dit, une réduction régulière et contrôlée. Donc, sur votre modèle de wax-up numérique imprimé, ben, rien ne vous empêche de ressortir le silicone, hein, si vous ne l'avez pas complètement balancé parce que vous êtes passé au numérique, de faire une petite clé, vous la coupez tout simplement, et puis cette petite clé, vous la présentez sur votre préparation, il suffit que vous ayez la même épaisseur partout. Bien sûr, à ce niveau-là, vous aurez un peu plus d'épaisseur, mais c'est normal parce que vous avez une assise, mais au niveau de la face vestibulaire, si vous avez des épaisseurs différentes, c'est un risque de fracture à coup sûr. Et puis, je vous l'ai dit en démarrage dans les éléments esthétiques, vous avez 3 axes à respecter dans la préparation de votre facette. Et en plus, ça va vous donner une espèce de rotation au moment de l'assemblage, une espèce de clavetage quand vous allez respecter ces 3 axes de rotation. Et ça va vous permettre surtout de ne pas avoir de facettes avec des parties cervicales trop épaisses. C'est extrêmement désagréable, extrêmement gênant quand la lèvre vient coincer, vient se poser sur un espèce de bourrelet qui est situé ici et que le prothésiste est obligé de faire si vous n'avez pas respecté ces 3 axes. Ensuite, les tranchées proximales de raccordement, ben, vous les avez ici, hein, elles font à peu près 1/2 à 1 mm. Hein, voilà. Et puis, ce fameux toboggan. Vous voyez, quand on a fait juste notre premier coup de fraise pour faire notre partie vestibulaire de notre facette, eh bien, on se retrouve toujours avec ce petit triangle ici qui a en vision latérale qui reste de la dent naturelle. Et quand elle est dyschromique, eh ben, ça fait quelque chose d'assez désagréable à voir. Notamment, vous risquez de voir aussi le joint de collage à cet endroit-là. Et pour les fumeurs en particulier, vous allez vite voir quelque chose de noir qui va apparaître. Donc, cette partie ici, il va falloir la masquer tout simplement en rentrant votre fraise dans l'espace interdentaire et former une espèce de toboggan de manière à pouvoir masquer toute cette partie ici. Là, vous l'avez ici sur le die en plâtre et vous avez ici j'allais dire le côté brut de préparation et ici vous avez passé votre fraise dans l'espace interdentaire. Alors si vous l'avez un petit peu dégagé ou si vous avez mis un petit peu une petite matrice ou un petit peu de téflon aussi, bien sûr vous allez bien sûr protéger votre parodonte. Voilà, vous le voyez beaucoup mieux sur cette image en 3D où on a cette forme vraiment de toboggan de manière à pouvoir masquer cette partie dedans dans votre préparation. Ça, c'est vachement important parce que beaucoup de résultats sont assez jolis de face et de profil. J'allais dire, c'est un petit peu raté et votre patient vous le fera remarquer et c'est pas récupérable une fois que votre facette est posée, bien entendu. Donc, il suffit tout simplement soit de rentrer perpendiculairement, c'est assez difficile d'aller faire ça perpendiculairement, soit vous prenez appui tout simplement avec la même fraise et vous rentrez la tête de la fraise dans l'espace interdentaire et vous la ressortez pour arriver jusqu'ici. C'est un coup à prendre, ça va très très vite et c'est faisable en un seul coup de fraise.
Absence d'angle aigu, hein, ça c'est très très important. Bien arrondir vos angles, passer un tout petit coup de papier de verre, de disque papier de verre pour bien arrondir vos surfaces et votre préparation est faite. Préparation de facettes, honnêtement, c'est 1 minute, 2 minutes, hein, ça va hyper vite. Hein. Il n'y a, a pas à se poser de questions ou à repasser 115 000 fois. Hein. Ne jamais oublier de donner au laboratoire la teinte, bien sûr, de ce que vous voulez obtenir, mais surtout la teinte du substrat. Dans un cas comme celui-ci, où vous aviez 2 incisives qui étaient très dichromiques et des dents qui étaient quasiment blancs lavabo, si vous ne donnez pas des indications particulières au laboratoire, il n'arrivera jamais à avoir quelque chose d'harmonieux. Hein. Vous n'arriverez jamais à avoir quelque chose d'harmonieux, surtout si vos facettes sont fines. Donc il existe chez Ivoclar des teintiers de moignons qu'il faut utiliser. Et puis, bien entendu, à l'heure actuelle, on va passer au numérique, prise de teinte numérique. On a, nous, au laboratoire, la possibilité de vous fournir 2 appareils, l'ancien qui est le répliqueur Handy et le dernier qui est le répliqueur Cobra sans fil. C'est fabuleux. Ça va vous donner exactement, et au laboratoire, quasiment, il va être capable, avec ce schéma de teinte, quasiment de monter les poudres une par une. Ça va vous donner la transparence, ça va vous donner la forme générale en passant en noir et blanc. C'est-à-dire qu'avec une prise de teinte qui va durer, honnêtement, 3 secondes, et manipulation du logiciel, 10 secondes, vous envoyez ça au laboratoire et ça va vous donner, dans quasiment 100% des cas, la teinte idéale. Ça marche très bien. Voilà, toujours le fil conducteur de notre cas clinique. Voilà, le patient, on a bien entendu ici, le parodonte a maturé, on avait fait l'allongement coronaire, c'était une couronne avec un inécor en or, il avait un peu les moyens, hein, certainement. C'était pas du RAC 0. Hein. On a donc les collets qui sont au même niveau. Regardez les préparations. Elles sont toutes avec les petits toboggans. On le voit bien ici. Voilà. Avec un retour palatin. Vous l'avez ici de manière assez visible. Donc, on peut effectivement mêler une couronne avec des facettes. Hein. C'est pas complètement interdit. Ici, on peut très bien faire une zircone si on en a envie. Là, dans ce cas précis, on a utilisé le même matériau qui était effectivement de l'IMAX. Hein. Voilà. Technique d'empreinte, bien entendu. On passe maintenant à l'empreinte. Alors, pour les irréductibles de l'analogique, c'est possible, hein, double mélange en silicone. Inconvénient majeur, c'est que le silicone, ici, va passer dans l'espace interdentaire. Quand vous allez retirer votre porte-empreinte, ça va s'arracher. Et où est-ce que ça s'arrache? Sur votre limite de préparation. Donc, il vous faut un prothésiste assez habile avec une pince à épiler qui va remettre un petit peu les éléments de silicone, mais c'est une source d'erreur. Sinon, voilà, on a maintenant, des gammes de caméras de prise d'empreinte optique, que ce soit la Medit ou maintenant la Trios, qui vont vous permettre, en 2 temps 3 mouvements, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus précise, de pouvoir nous faire des empreintes de cette nature. Voilà, empreinte prise avec, je ne me souviens plus si c'était de la Trios ou si c'était de la Medit, ça. Je crois que c'est une empreinte Medit, ça. Alors, vous allez me remarquer ces petites tranchées qui sont ici, ces petites marques. Ça, c'est ce que j'appelle des détrompeurs, tout simplement. C'est-à-dire que c'est juste un tout petit coup de fraise de manière latérale, ou sinon vous pouvez mettre un tout petit coup de fraise boule en plein milieu pour avoir simplement le positionnement de votre facette par rapport à la préparation. Tout simplement parce que quand vous allez essayer votre facette, elle va aller impeccablement bien. Elle va s'ajuster, il n'y a aucun problème. Mais quand vous allez mettre la colle, quand vous allez mettre le composite de collage, et que vous allez avoir cette interface de composite de collage qui est assez mou, eh bien votre facette, si vous n'avez pas fait de détrompeur, elle peut se positionner plus haute, plus basse, à droite, à gauche ou de travers. Donc le fait d'avoir un petit détrompeur sous cette forme-là ou sous forme d'un petit coup de fraise boule en plein milieu, vous permet à coup sûr de positionner votre facette avec la colle. Ça, c'est un tout petit truc. Une fois qu'on s'est fait piéger une fois, en général, on le refait. Donc cette empreinte est imprimée au laboratoire. Et l'avantage du numérique, encore une fois, c'est que ici, vous avez des éléments qui sont disjoints de votre modèle, ce sont des die. Donc vous allez avoir l'élément avec sa limite parfaite, mais surtout, avec le numérique, vous gardez le parodonte. Vous gardez la forme et la position du parodonte. Ce que vous ne pouvez pas avoir avec un modèle en plate que vous aurez détouré, vous aurez fait détourer.
Donc ça, c'est capital, c'est vachement important. Et ça vous permet d'avoir des résultats qui sont largement supérieurs et beaucoup plus précis en numérique qu'avec de l'analogique. Si vous n'êtes pas en chairside, vous allez passer par un jeu de provisoire. Une fois que vous avez fait la préparation, l'empreinte, vous allez envoyer ça au laboratoire et votre patient va repartir forcément avec un jeu de provisoire. Et c'est là où vous allez ressortir la gouttière, cette fameuse gouttière que vous avez eue au début, au départ, pour faire votre projet. Vous allez l'utiliser tout au long de votre préparation et vous allez utiliser, encore une fois, de la résine bisacrylique dans la teinte de vos dents. Alors attention, si vous avez mis un tout petit peu d'adhésif sur votre dentine, parce que vous avez un peu de dentine à nu, remettez un peu de glycérine si vous utilisez la résine bisacrylique, parce que sinon vous ne démontrez jamais vos facettes. Hein. Voilà. Donc il suffit tout simplement d'isoler vos dents avec un peu de glycérine, pas de vaseline, c'est trop gras, mais de la glycérine, et puis de chapeauter votre gouttière avec votre résine bisacrylique, et vous allez obtenir tout simplement, voilà, je reprends les images de tout à l'heure, et pour le cas clinique en particulier, voilà, tout simplement, le patient repart, les dents sont préparées en dessous, les facettes en général sont donc attachées les unes aux autres, c'est beaucoup plus facile que de les faire une par une. Et le patient va repartir pour une semaine à 10 jours à peu près, le temps que le laboratoire nous fabrique nos facettes. Pour les assembler, moi j'ai un produit que j'adore, qui est le Thumb Clear. Tout simplement parce que c'est auto et photo, et c'est transparent. Parce que si vous utilisez du Thumb Bond, comme la résine bisacrylique est relativement transparente et les facettes sont assez fines, vous faites partir votre patient avec un truc jaune vif, pratiquement absolument atroce. Ça, c'est transparent, donc vous allez avoir le substrat qui va ressortir, la teinte de la dent qui va ressortir, la colle est transparente et surtout elle est auto et photo et elle contient du triclosan, c'est-à-dire un désinfectant, ce qui fait que ça ne sentira pas le rat mort au démontage une semaine ou 10 jours après. J'adore ce petit produit-là parce qu'il est photopolymérisable. Vous allez pouvoir le positionner, le retirer et c'est un petit peu caoutchouteux et ça tient pas mal du tout. Eh bien, réalisation prothétique. Donc, si vous envoyez ça au laboratoire, le vôtre ou le nôtre, hein, c'est pareil, ça va vous donner ce type de travail. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des facettes qui vont s'ajuster à merveille. Je dis bien à merveille, sans aucune retouche. Ça, c'est l'expérience personnelle et l'expérience de la plupart de nos confrères qui travaillent avec nous, qui nous disent qu'effectivement, c'est un travail en général assez remarquable. Très important, si vous travaillez avec Labocast, c'est que vos facettes sont systématiquement traitées au laboratoire à l'acide fluorhydrique. On en reviendra tout à l'heure, j'en reparlerai au niveau du collage. Sachez-le, vous n'êtes pas obligé de remanipuler de l'acide fluorhydrique quand vous travaillez sur des facettes ou sur des inlays en IMAX avec le laboratoire. En IMAX, en dynamique ou en Vita. Hein. Voilà donc le résultat obtenu. Ici, vous avez donc une couronne périphérique. Ici, vous avez une facette avec des retours. Et ici, vous aviez aussi une couronne périphérique. Et on passe à la phase la plus importante, qui est l'assemblage. Donc, sachez que vous allez être obligé de faire coïncider ou de faire assembler ou de faire se marier du verre avec de l'émail et de la dentine par l'intermédiaire d'une couche de résine. Cette couche de résine n'a pas de capacité adhésive propre. Ce n'est pas de la colle. Composite, ce n'est pas de la colle. Hein. Donc, il va falloir forcément utiliser des interfaces. Et il faut bien comprendre qu'un assemblage réussi, c'est une céramique qui a été traitée chimiquement par de l'acide, une couche de silane qui va permettre de faire l'interface entre le verre et la résine, c'est-à-dire l'adhésif qui va coller au composite de collage, ce composite de collage qui va coller à l'adhésif, qui lui va rentrer dans les tubuli dentinaires et dans l'émail qui va être préparé à l'acide fluorhydrique, à l'acide orthophosphorique, pardon. Et donc, c'est tout ce sandwich d'assemblage qui fait que votre collage va être durable dans le temps. Si vous ratez une des étapes, ben en fait, vous ratez votre collage. Donc, le collage, on le fait d'une manière générale avec un composite. Composite, ça peut être un composite fluide que vous utilisez habituellement. Ça peut être un composite de collage que vous achetez dans les coffrets. C'est le même composite, c'est la même marque, c'est la même fabrication chimique et qui n'a pas de pouvoir adhésif propre. Hein, le composite ne colle pas en lui-même. Donc, les principes de base à respecter dans tous les cas de collage de facettes, ça c'est très important.
Les surfaces doivent être propres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment nettoyer vos surfaces, surtout si vous avez scellé et si vous avez des petites traces de ciment provisoire. Surface propre. Les produits doivent être conservés suivant les indications du fabricant. S'il faut les mettre au frigo, vous les mettez au frigo et vous les sortez suffisamment longtemps. C'est écrit dans les notices. C'est la ligne du dessous. Protocole de mise en œuvre doit être respecté et les notices lues, ce qui n'arrive jamais dans les cabinets dentaires. En général, on ouvre la boîte, on balance les notices et quand ça ne marche pas, on engueule l'assistante. Les produits de nature chimique différente ne doivent pas être mélangés. Soyez cohérents dans les produits que vous utilisez. Quand vous utilisez des produits de chez Care, restez cohérent avec les produits de chez Care. Le fabricant a fait travailler ces produits les uns avec les autres. On peut mélanger du Livoclar avec du Care, avec de l'Ultradent, avec ce qu'on veut. C'est sur le plan chimique, c'est la même chose. Le mieux, c'est de rester cohérent. Ensuite, très important, mettez un petit coup de soufflette sur votre pantalon avec la soufflette. Vous voyez bien, si vous avez un petit peu d'eau qui sort, c'est que votre compresseur n'a pas été purgé. Purgez-le. Et si vous avez du gras, là, il faut changer le compresseur. Parce que si vous mettez de l'humidité ou de l'huile pour sécher vos surfaces, vous êtes sûr et certain que votre collage va être raté. Et puis, vos lampes à polymériser, elles ont un vieillissement et il faut qu'elles soient contrôlées régulièrement. Il faut que vos longueurs d'onde soient vérifiées. Vous avez des lampes souvent avec des petits témoins, ou vous avez des appareils qui permettent de vérifier que vos lampes soient toujours avec la bonne longueur d'onde pour polymériser. Voilà. Et utiliser une lampe à photopolymériser de bonne qualité. Encore une fois, je vais faire de la pub pour les produits qu'on préconise. On distribue les lampes de chez Ultradent et là, à l'heure actuelle, la Valo X, déjà la Valo, c'était une excellente lampe. Alors la Valo X, je peux vous dire qu'on est passé dans la catégorie au-dessus. Là, on a attaqué la Rolls-Royce décapotable. Il y a d'autres lampes qui fonctionnent très bien. Vous avez des lampes de chez Care, vous avez des lampes de chez Ivoclar, vous avez plein de lampes qui fonctionnent très bien. Mais beaucoup de confrères et beaucoup d'enseignants vont vous dire que la Valo X, c'est vraiment la classe au-dessus. Aussi bien sur le plan ergonomique que sur le plan de la qualité et surtout, les risques d'échauffement. Donc, les cols sans pouvoir adhésif, vous en avez là. Vous avez ce type de composite. Vous avez soit du composite en bicomposants, qui vont être donc auto et photo, ou alors ce composite ici qui ne va être que photo. Donc ça dépendra en fait de l'épaisseur de votre céramique. Si vous avez des facettes très fines, utilisez quelque chose ici qui va être uniquement photo. Si vous avez une épaisseur de céramique suffisamment conséquente et que vous n'êtes pas sûr que la lumière va pouvoir aller polymériser tout à fait dans le fond, utilisez des composites en bicomposants. Ensuite, au niveau des adhésifs, vous avez les adhésifs en 3 phases. En général, tous les auteurs disent que ce sont les meilleurs, mais ce sont les plus compliqués, les plus difficiles à utiliser. Vous avez des composants en 2 phases, vous avez des auto-mordants, mais je crois qu'à l'heure actuelle, la plupart vont nous faire des adhésifs universels, qui sont auto-mordants, qui sont AMR. Enfin, la plupart des marques maintenant travaillent en universal. Voilà, vous avez en primaire, vous avez toutes les sortes. Et en fait, il n'y a pas de mode, il y a simplement une habitude et la bonne connaissance de ces produits. C'est tout. Si vous êtes à l'aise avec le MR, c'est-à-dire mordançage et rinçage, utilisez ça. Si vous êtes à l'aise avec les SAM, utilisez ça. Si vous êtes à l'aise avec les 3 phases, utilisez. Sinon, vous utilisez l'universal, vous ne ferez pas d'erreur à l'heure actuelle. Donc, les étapes du collage, il vous faut un certain nombre de choses. La première des choses, c'est qu'il va vous falloir isoler vos surfaces. Donc, la digue, soit des digues partielles de type que je vous montre à l'écran, ou alors la digue que vous posez habituellement pour votre endos. Si vous avez la possibilité d'avoir des petites sableuses de fauteuil ou du Prepka1, ça pourra vous rendre service et ça va surtout vous augmenter vos surfaces de collage. Et puis, il existe un petit appareil qui s'appelle l'Optigate de chez Optigate, de chez Ivoclar. Ça, c'est super pratique dans la mesure où ça va vous éviter à votre patient d'avoir les lèvres qui viennent se frotter sur des surfaces que vous venez de préparer. Alors attention, c'est assez inconfortable pour le patient puisqu'il est obligé de respirer par la bouche et il se dessèche vraiment beaucoup la bouche. C'est très inconfortable, mais pour le praticien, c'est très confortable pour les phases de collage. Et puis là, vous allez chez Castorama, ça vaut 1 € la bobine, le téflon, ça c'est hyper intéressant pour isoler vos surfaces de manière très facile avec des surfaces qui sont très solides, surfaces de téflon très solides
et relativement fine. Petite astuce, c'est que, et ça c'est du vécu, hein, c'est-à-dire que quand vous avez toute une série de facettes de cette nature, avec des formes de dents qui se ressemblent les unes aux autres et des préparations qui se ressemblent les unes aux autres, ben, malheureusement dans un cas comme celui-ci, vous pensiez coller la 13 et en fait c'était la 23. Et elle avait une bonne allure, elle allait bien, par contre celle-ci elle n'allait pas du tout. Et là, quand c'est comme ça, ben il faut tout découper, tout démonter. Donc, il existe, notamment chez Microminox, des petites choses de cette nature qui vous permettent d'éviter de confondre une facette par rapport à une autre. Vous pouvez le fabriquer vous-même avec un bout de plastique, comme bout de plâtre, avec n'importe quoi, mais soyez organisés pour que chacune de vos facettes soit collée. Et collez vos facettes 2 par 2, quand c'est comme ça. Un cas comme ça, on colle déjà les 2 centrales, on nettoie bien, on met du téflon, on colle ensuite latérale canine, on colle ensuite latérale canine. Parce que si vous collez de canine latérale, centrale, centrale, latérale, il n'y a plus la place pour la canine. Elle ne rentre plus. Donc on les colle 2 par 2 ou 1 par 1, mais 2 par 2, ça va très bien. Et toujours en commençant par le centre. Donc, si vous ne travaillez pas avec la Bocast et que vous êtes obligé de travailler avec l'acide fluorhydrique, sachez que c'est un produit qui est extrêmement dangereux. Donc, ne laissez pas vos assistantes jouer avec l'acide fluorhydrique. Vous-même, évitez d'en prendre dans les yeux. Et puis, il faut savoir que quand vous rincez, vous allez envoyer de l'acide fluorhydrique dans les égouts. Et sur le plan écologique, ce n'est pas quelque chose de fabuleux. Donc, sachez que les nôtres, les facettes de chez la Bocast, sont déjà traitées à l'acide fluorhydrique. Vous n'aurez pas à manipuler ce produit. Si vous ne voulez pas utiliser l'acide fluorhydrique et si vous utilisez un laboratoire qui ne vous les mordance pas, il existe un produit de chez Ivoclar qui s'appelle le Monobond Etch & Prime. Ça, c'est superbe parce que ça vous fait à la fois le mordançage du verre de votre céramique et la couche de silane en même temps. J'étais assez sceptique et pour avoir fait un stage chez eux et fait des essais, j'ai été bluffé. Honnêtement, j'ai été bluffé. Par contre, il faut parfaitement bien respecter le protocole. Hein. Il faut brosser pendant 20 secondes avec la microbroche qui est fournie. Il faut laisser agir le produit pendant 40 secondes. Il faut rincer à l'eau. Et, m'ont-ils dit, ça ne polluait pas les égouts. Et vous séchez en laissant évaporer pendant 10 secondes. Donc, sur le plan technique, c'est ceci, c'est comme ceci. Vous avez une petite brosse et c'est très, très coloré, c'est très bleu. Comme ça permet de bien vérifier que le produit est complètement parti. Donc là, vous avez à la fois le mordançage de votre céramique et la mise en place de l'agent de l'interface qui permet de faire assembler du verre avec de la résine. Ça, je pense que je vous l'ai dit, mais je le répéterai jamais assez. Donc, les matériaux à utiliser pour l'assemblage, c'est une masse d'essayage. Si vous voulez essayer vos facettes avec de la glycérine, voire de la glycérine colorée en fonction de la couleur de ce que vous allez mettre comme colle, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est de la glycérine. Vous avez donc de l'acide fluorhydrique ou du matériau de chez Ivoclar, du silane. Vous aurez besoin d'un adhésif. Vous aurez besoin d'une colle composite ou d'un composite fluide. Vous avez des composites fluides dans votre tiroir, ça fonctionnera de la même manière. Vous aurez besoin de glycérine et vous aurez besoin d'acide orthophosphorique et d'une lampe à polymériser de bonne qualité. Donc, dépose des provisoires, nettoyage de la dent. On peut envisager de contrôler l'adaptation avec un produit qui s'appelle le Fit Shaker. Et le Fit Shaker, il y en a du blanc et du noir. Ça va vous permettre de vérifier. C'est une espèce de petit silicone que vous mettez directement dans votre facette ou dans une couronne, hein, ça marche aussi très bien. Et ça va vous permettre, une fois que vous allez retirer cette petite couche de silicone, de vérifier l'épaisseur de votre colle et de vérifier si vous avez effectivement des interférences. C'est-à-dire que là où vous n'avez pas de Fit Shaker, ça veut dire que votre facette est en contact directement avec votre dent et qu'en fait, il y a un problème dans l'adaptation. Vous allez donc essayer vos facettes avec le Variolink esthétique, avec la glycérine. Donc, vous allez forcément polluer votre facette. À partir du moment où elle est polluée par les protéines salivaires, il faudra la dépolluer. Pour la dépolluer, le produit que l'on a sous la main, qui est le plus simple à utiliser, c'est tout simplement l'acide orthophosphorique. L'acide orthophosphorique, vous avez bien compris que c'est bien pour nettoyer vos surfaces, pour dépolluer, pour retirer les protéines salivaires, et non pas pour mordancer l'IMAX ou mordancer la céramique vitreuse.
Et puis, si vous avez un petit bac à ultrasons avec un peu de bicarbonate, ça va permettre d'avoir un nettoyage absolument parfait et une stérilisation quasiment de vos facettes. Sinon, il existe aussi chez Ivoclar, hein, je fais beaucoup de pubs pour Ivoclar parce qu'ils ont des produits qui fonctionnent bien, notamment pour les collages. Ça s'appelle l'Ivoclean. C'est un produit qui permet de nettoyer et de dégraisser tout matériau, que ce soit du métal, de la zircone ou de l'IMAX. Donc, une fois que vous avez passé votre acide fluorhydrique, que vous l'avez rincé, que vous avez séché, vous avez cette surface un petit peu crayeuse de votre céramique vitreuse. Là, vous allez pouvoir passer le silane. Sauf bien sûr si vous avez utilisé l'Etch & Prime, comme je vous l'ai montré, où vous n'avez pas besoin de passer de silane. Le produit fait les deux. Hein, je suis assez clair, j'espère. Ensuite, une fois que vous avez mordancé votre céramique, que vous avez passé votre silane, vous allez mettre l'élément qui va permettre de pouvoir faire adhérer le verre par l'intermédiaire du silane avec la résine. Donc, vous allez mettre une couche d'adhésif sur le silane. Donc, si c'est un adhésif auto et photo, vous soufflez pour bien l'étaler, vous ne le polymérisez pas, puisqu'il va être polymérisé par la fonction auto. Si c'est un adhésif photo, vous soufflez bien, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'épaisseur dans les poutres ici, et puis vous le polymérisez. Hein, moi, j'aime bien utiliser l'Excite DSC, qui est auto et photo, comme ça, je n'ai pas besoin de le polymériser. Au niveau de la dent, mise en place de la digue, on retire les dents provisoires, on nettoie parfaitement bien, donc soit avec de l'air flot ou mieux avec le Prep K1 ou avec une petite sableuse. La petite sableuse va vous permettre en plus d'augmenter la surface de collage. Vous passez votre acide orthophosphorique à 37% pendant 20 secondes. Ça, c'est facile, hein, vous faites tout ça tous les jours. Vous rincez et puis vous séchez sans dessécher. C'est facile à dire, pas facile à faire, mais il faut éviter de rester pendant 3 heures avec la soufflette pour dessécher complètement notre dentine et faire en sorte que les fibres de collagène soient complètement à plat. C'est à partir des fibres de collagène qui restent encore humides que vous allez pouvoir réussir votre collage. Pensez à passer une toute petite couche de chlorhexidine à ce stade-là pour éviter tout simplement les remontées de métalloprotéase. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait des échecs de collage, tout simplement parce que il y avait un petit peu entre guillemets en gros des bactéries qui étaient résiduelles et les métalloprotéases faisaient que de l'humidité ressortait un petit peu sous votre collage. Donc, une toute petite couche de chlorhexidine. Ensuite, sans rincer, vous appliquez l'adhésif bien massé et il faut que votre surface de dentine ou votre surface d'émail résiduel soit toujours brillante. Si vous avez des surfaces qui sont mates, remettez une couche. Il faut vraiment avoir cet aspect brillant que vous avez à l'écran. Avec un léger jet d'air, c'est bien pour ça qu'il faut que votre jet d'air soit ni humide ni gras, vous allez étaler l'adhésif, toujours en conservant cette surface parfaitement brillante au niveau de votre dent, et vous polymérisez. Ensuite, il suffit d'appliquer le composite de collage, soit le composite de votre coffret de collage, soit votre composite fluide, et moi je le fais en double induction, c'est-à-dire que j'en mets à la fois dans la facette et sur la dent. Ça évite de coincer la bulle. On polymérise à peine 3-4 secondes, simplement pour que le matériau de collage en excédent devienne un tout petit peu gélatineux. Ça permet de retirer tout de suite les gros excédents, mais sans que la polymérisation ne soit complète. Et là, donc on retire ces petits excédents, vous voyez, on a cet aspect un petit peu gélatineux. C'est pas polymérisé complètement, mais ça nous permet de faciliter un petit peu le décollement de ces excédents. Et tout de suite, au niveau du joint de collage, un gel de glycérine, tout simplement pour que la polymérisation se fasse à l'abri de l'oxygène, pour éviter que le joint ne s'hydrolyse et ne redevienne apparent par la suite. Il faut tout simplement éviter que les radicaux libres ne restent, justement. C'est ce qui fait quand vous polymérisez un composite de manière générale, vous avez l'impression qu'il reste toujours un petit peu gras. C'est tout simplement parce que la surface laisse des radicaux libres qui permettent justement de pouvoir faire soit la stratification, soit la réparation. Là, on n'en veut pas justement de ces radicaux libres. Donc, il faut impérativement que la polymérisation se fasse complètement à l'abri de l'oxygène. Ça, c'est très important. Donc, une toute petite couche de glycérine et puis on poursuit la polymérisation. Alors, très important,
laissez votre doigt sur la face palatine pour une incisive centrale quand vous allez polymériser. Si vous devez retirer votre doigt en catastrophe parce que ça chauffe, dites-vous bien que votre pulpe, elle en a pris un bon coup, hein, et que l'échec ne vient pas des matériaux ou de la chimie, mais vient tout simplement de l'échauffement. Donc c'est la raison pour laquelle il vous faut une lampe à polymériser qui soit de très bonne qualité, qui envoie les lumières de polymérisation juste comme il faut, sans échauffer. L'échauffement, c'est une source de pulpite pour des innés en particulier, ou de douleurs post-opératoires qui sont très importantes. On ne se rend pas bien compte qu'au-delà de 32 ou 33 degrés, votre pulpe, elle est quasiment, elle ne peut pas revenir à la normale. Elle est très, très, très enflammée, elle ne peut pas revenir à la normale. Donc méfiez-vous de l'échauffement, ne restez pas pendant des heures avec votre lampe à polymériser. Surtout si vous utilisez un composite de collage qui est auto et photo, hein. Voilà, donc ça c'est ce que l'on fait dans 90-95% des cas, c'est l'assemblage d'une facette en verre grâce à une résine, composite de résine. Maintenant, il existe des colles résine avec un pouvoir adhésif propre. Et c'est pour ça que de temps en temps, on nous dit, bah oui, mais moi j'arrive à coller mes zircones. Bah oui, on peut envisager, mais ça n'est pas l'indication principale d'une zircone. Donc, dans les résines avec un pouvoir adhésif propre, vous en avez 3 à l'heure actuelle, à ma connaissance, sur le marché. La plus vieille étant la colle Le Superbond. Ça, c'était le dada de Michel Desgranges, parce qu'à chaque fois qu'on lui a amené une colle composite, il l'a comparée au Superbond. Et c'est toujours resté la colle qui a le meilleur pouvoir adhésif. C'est une colle qui a 30, 35 ans, peut-être même 40 ans, et elle est restée toujours aussi active. Un petit peu difficile à utiliser, on a un protocole qu'on peut vous envoyer, il suffit de nous le demander, vous verrez, c'est très facile une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Ensuite, il y a le Panavia V5. Donc ici, vous avez du 4 méta, c'est une résine avec 4 méta, c'est le 4 méta qui donne le pouvoir adhésif. Ici, vous avez du MDP, Panavia. Donc ça, c'est beaucoup plus facile parce que ça ressemble très fort à vos coffrets de composite de collage. Vous avez une seringue avec une seringue en bicomposant, et vous avez une espèce d'adhésif. Donc c'est très facile à utiliser. Et puis vous avez le GSM Link Force qui lui a à la fois du 4 méta et du MDP. Et c'est très facile à utiliser aussi. Vous avez ici cette fois-ci deux composants. Il suffit simplement de lire bien la notice. Donc c'est ce que je vous disais. Ici c'est une résine métacrylate de méthyle MMA associée à un 4 méta, et ici c'est associé à un MDP. Donc, avec le Supermonde, j'allais dire, vous ne prenez aucun risque. C'est une colle qui marche dans le temps, qui marche dans l'humidité et qui durcit à 100%. C'est vraiment, personnellement, mon cheval de bataille. Je l'ai utilisé pendant toute ma carrière et je continue à l'utiliser. C'est juste un tout petit peu délicat à utiliser. Voilà comment ça se présente. Je crois que la présentation n'a pas beaucoup changé. Vous avez donc effectivement, vous avez ici, vous avez cette petite seringue de colle. Vous avez ici le monomère. Vous allez faire un premier assemblage entre le monomère et la petite seringue. Et vous avez de la poudre, une poudre brillante, une poudre mate et une poudre transparente. Je crois que maintenant on a du A2. Et le Panavia, vous voyez, se présente lui sous cette forme-là. Vous avez le produit que l'on met sur la céramique, le produit qu'on met sur la dent, et puis vous avez un composite de collage. Et pour le GC, vous avez aussi exactement, vous avez les deux. En fait, voilà, ces 3 colles-là vont vous permettre de vous sauver un petit peu et d'avoir des adhésions qui seront, surtout si vous ne respectez pas ou si vous n'avez pas un protocole assez strict avec un composite de collage sans pouvoir adhésif, ça va vous permettre effectivement de vous sauver la mise de temps à autre. Voilà pour le cas clinique. Eh bien, voilà le cas au départ. Voilà les préparations et l'empreinte. Voilà le travail de laboratoire et voilà tout simplement le travail fini, assemblé au Supermonde.